Nous allons parler du paludisme, première endémie parasitaire mondiale. Et aujourd'hui, malgré les efforts entrepris par les pays, de même que la communauté internationale, cette pathologie demeure toujours un grand problème de santé publique, surtout dans nos pays tropicaux et notamment les pays en Afrique au sud du Sahara. Le slogan de cette année pour la JMP, la Journée mondiale contre le paludisme, a été investir, innover, mettre en œuvre, parce que nous voulons nous engager vers zéro palu sur le plan mondial. Prochaine diapo, je fais quoi? Je ferai un aperçu sur le paludisme au Bénin, puis sur le paludisme en Afrique, comme vous l'avez souhaité. Et j'associe à cette communication le docteur Julien Aïssan du Programme national de lutte contre le paludisme au Bénin. Prochaine diapo. Comme vous le Professeur, savez, vous avez aussi la possibilité de prendre le contrôle du défilement. On en peut faisant essayer, quoi? bon, en défilant directement les diapos, en appuyant sur la touche directionnelle ou en cliquant sur l'écran à chaque fois. Ça passera à la diapositive suivante, normalement. D'accord, on va essayer. Alors, je disais que pour le paludisme, nous savons qu'il y a trois acteurs qui sont en cause, notamment le parasite que vous voyez là, le vecteur, l'anophèle femelle, et l'homme malade. Comment peut-on définir cette maladie? Le paludisme est une maladie parasitaire due au plasmodium, transmise par la piqûre d'un moustique, l'anophèle femelle infectée. C'est une maladie endémique qui constitue un véritable problème de santé publique, surtout en Afrique au sud du Sahara. Les cibles sont notamment les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes, vous l'avez dit. Quelles sont les espèces parasitaires en cause? Plasmodium falciparum est la plus meurtrière. C'est l'espèce qui tue, qui est responsable du paludisme grave. Nous l'avons partout sur le continent, sauf l'Afrique du Nord, tout au long de la Méditerranée, où c'est plutôt Plasmodium vivace qui sévit. Puis nous avons Plasmodium ovale, plus localisé en Afrique de l'Ouest et surtout en Afrique centrale. Malarié est dispersé partout dans le monde et Plasmodium knowlesi est un plasmodium des singes, des grands singes, mais qui se transmet, que l'on retrouve de plus en plus chez l'homme. Nous avons parlé du parasite, les plasmodies. Nous allons parler des moustiques, c'est-à-dire le vecteur. Le vecteur, vous le savez, c'est l'anophèle, notamment Anopheles imbié sur le continent, Anopheles funestus, Anopheles cruzi, Anopheles nili dans les zones marécageuses comme les zones de Gambier dans notre pays et Anopheles arambiensis. Il faut retenir qu'il y a de bons vecteurs, de bons transvecteurs et il y a de moins bons vecteurs. Mais partout là où nous avons Anopheles gambier, nous avons beaucoup de paludisme grave. Lorsque nous prenons une région comme l'Amérique latine,
la Guyane, par exemple, nous avons Anopheles darlingui, qui est une espèce spéciale, mais qui est surtout véhicule de Plasmodium vivace. Ces moustiques que nous utilisons, la lutte contre ces moustiques, nous avons privilégié l'utilisation des moustiquaires imprégnés compte tenu de nos moyens financiers, mais les moustiques de plus en plus développent de la résistance aux pyrétrinoïdes. Les pyrétrinoïdes, ce sont les insecticides que nous utilisons pour imprégner les moustiquaires. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous rappeler le cycle évolutif. Nous avons parlé de 3 acteurs, le moustique, l'anophèle femelle qui pique, l'homme et le parasite. Le cycle démarre donc par la piqûre du moustique femelle, anophèle femelle infestée, qui transmet de petits éléments parasitaires dans l'organisme. Ce sont les sporozoïdes qui restent très peu dans la circulation périphérique, mais gagnent rapidement le foie. Ici, nous avons le foie. Je ne sais pas si vous voyez la flèche bouger. Le foie, les sporozoïdes sont dans le foie. Ces sporozoïdes vont se multiplier. Voilà un sporozoïde qui gagne une cellule hépatique qui va se multiplier jusqu'à développer ce que nous appelons le corps bleu, parce que l'hépatocyte va être gorgé de parasites et finir par éclater. L'hépatocyte va donc libérer un autre stade que nous allons appeler les mérozoïdes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, on vous entend très bien. Vous m'entendez très bien? Très bien, oui. OK, alors retournons à la diapo précédente. Voilà le mérozoïde qui va gagner la circulation sanguine et rentrer dans les hématies, dans les globules rouges, où il y aura un cycle intra-érythrocytaire, donc dans les globules rouges. Le parasite va se multiplier dans le globule rouge. Plusieurs multiplications vont finir par éclater le globule rouge qui, à son tour, va libérer des mérozoïdes et vous avez un cycle intra-érythrocytaire qui va se développer, c'est-à-dire les globules rouges non colonisés vont être colonisés par de nouveaux parasites et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on passe au stade de parasites sexués que nous appelons les gamétocytes. Nous aurons les gamétocytes mâles et les gamétocytes femelles. Et c'est là où s'arrête le cycle chez l'homme. Pendant la phase érythrocytaire où les parasites éclatent les globules rouges, nous aurons la libération de l'hémozoïne qui va donner la fièvre et les signes du paludisme que vous connaissez. Puis, je disais que l'évolution du parasite va s'arrêter au stade de gamétocyte. Et c'est en prélevant le sang, l'anophèle femelle qui a besoin de sang pour faire vivre ses œufs, que l'anophèle prélève en même temps les gamétocytes mâles et gamétocytes femelles. Une fois dans le tube digestif de l'anophèle, ces gamétocytes mâles et femelles vont fusionner pour donner un œuf que l'on appelle le zygote.
Cet œuf est très mobile, va traverser la paroi intestinale, va se multiplier en un autre sac que l'on appelle oocyste. Ces oocytes vont éclater, poursuivre leur cheminement jusqu'à atteindre la glande salivaire du moustique. Ils seront quiescents dans la glande salivaire du moustique jusqu'à la prochaine piqûre pour que la transmission se fasse à nouveau. Donc, pour ce cycle, vous aurez un cycle qui va se dérouler à l'intérieur du moustique, un cycle intra-hépatique et un cycle intra-érythrocytaire. Quelques exemples de la morbidité palustre dans notre pays, notamment la transmission qui se fait pendant la saison pluvieuse, parce que le moustique se multiplie dans l'eau. Il faut que le moustique ponde des œufs dans l'eau. Les larves vont se développer jusqu'au stade de imago, puis au stade de moustique adulte. Et ce n'est pas les piqûres que nous aurons la transmission pendant cette période pluvieuse, pendant la saison pluvieuse. Donc, au Bénin, souvent, les cas sont concentrés du mois de juin au mois de novembre. Et vous avez plusieurs courbes ici qui montrent vraiment la morbidité palustre depuis 2017 jusqu'à 2021. Vous voyez bien que tout démarre petitement au mois de mai. Nous avons déjà les premières pluies avec un pic au mois de juillet, août, puis ça redescend tout doucement vers la fin de l'année. La situation dans le monde. Le rapport mondial sur le paludisme nous indique qu'en 2021, il y a eu 247 millions de cas de paludisme. En 2020, nous étions à 241 cas contre 227 cas en 2019. Donc, vous voyez que le paludisme continue, le nombre de cas continue d'augmenter. Malgré les efforts, 95% des cas du paludisme qui tue sévissent sur le continent africain, notamment en Afrique au sud du Sahara. Le nombre de décès est également en augmentation. Nous étions à 627 000 cas de décès en 2020 contre 558 000 cas en 2019. La COVID est passée par là et la COVID n'a pas favorisé non plus les actions, les stratégies de lutte contre le paludisme. Donc, le nombre de cas a augmenté pendant cette période de la COVID. Je donne un exemple. Certains pays qui devaient distribuer les moustiquaires imprégnés n'ont pas pu acquérir les moustiquaires imprégnés à cause de la COVID et n'ont pas pu organiser la distribution des moustiquaires imprégnés à cause de la COVID. Donc, il y a eu une flambée au cours de la période de l'épidémie de la COVID que nous avons connue. Et comme nous l'avions déjà dit, la présentatrice l'a dit, les enfants âgés de moins de 5 ans sont les principales cibles et c'est parmi ces enfants que l'on dénombre 80% des décès qui surviennent et qui sont dus au paludisme. Alors, les épidémiologistes nous permettent de définir plusieurs faciès épidémiologiques. Nous avons des zones où le paludisme est stable, comme le sud du Bénin, parce que la transmission a lieu toute l'année, mais avec des variations saisonnières.
il n'y a pas ce mois où vous n'aurez dans un centre de santé à l'hôpital un cas de paludisme. Donc, le paludisme sévit tout au long de l'année. Mais avec des variations, vous aurez des pics pendant les saisons, les vraies saisons pluvieuses. Et encore une fois, ce sont les enfants âgés de moins de 5 ans. Et la morbidité est évaluée entre 30 et 50%. Donc, vous allez à l'hôpital, 4 à 5 enfants sur 10 viendront pour le paludisme. Là, c'est la zone de paludisme stable qui est endémique sur toute l'année. Puis, nous avons la dose de paludisme, la zone de paludisme instable. C'est une transmission intermittente avec de fortes morbidités pendant les périodes de transmission. Parce que dans cette zone de paludisme instable, l'acquisition de la prémunition n'est pas bonne. La prémunition n'est pas stable. Donc, nous avons une faible prémunition où il n'y a pas du tout de prémunition. Pour le faciès épidémiologique numéro 3, nous parlerons de zone de paludisme intermédiaire. Ici, le paludisme n'est pas stable, le paludisme n'est pas instable, donc c'est pour cela que l'on parle de paludisme, de zone de paludisme intermédiaire, parce que la transmission de la maladie connaît une recrudescence saisonnière. Nous prenons par exemple Djibouti, où nous avons le paludisme intermédiaire. Pendant plusieurs mois, vous n'aurez pas de paludisme, mais à un moment donné de l'année, vous aurez beaucoup de morbidité, beaucoup de cas de paludisme. Et dans ces zones, le délai d'apparition de la prémunition est assez long. Donc, retenons 3 faciès épidémiologiques: paludisme stable, paludisme instable et paludisme intermédiaire. Je dirais plutôt zone de paludisme stable, zone de paludisme instable et zone de paludisme intermédiaire. Abordons maintenant la morbidité palus. Globalement, nous distinguons le paludisme simple du paludisme grave. Le paludisme simple, tout un chacun parmi nous a déjà fait un accès palus simple. Les signes sont la fièvre, les céphalées, les douleurs musculaires et articulaires, le frisson, l'anorexie, l'asthénie, etc. Ce sont autant de signes que l'on retrouve dans d'autres maladies infectieuses, mais qu'il faut confirmer par un diagnostic biologique. Et le diagnostic biologique à notre portée, le diagnostic le plus simple, c'est l'utilisation des tests de diagnostic rapide qui nous permettent en 20 à 30 minutes d'avoir la positivité et de conclure qu'il s'agit d'un paludisme. Dans un hôpital, il vaut mieux, quand on a la possibilité, faire directement la goutte épaisse et déterminer la densité parasitaire. Le paludisme grave, quant à lui, est dû à l'espèce parasitaire que nous appelons Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum est responsable du paludisme grave. Et en dehors des signes du paludisme simple que nous avons évoqué tantôt, nous avons des signes de paludisme grave qui sont des signes neurologiques parce que le parasite se loge soit dans le cerveau. Nous aurons des cas de convulsions, nous aurons une altération de la conscience, nous aurons
le parasite qui va se loger dans tous les autres organes avec une destruction massive des hématies, atteinte hépatique avec un ictère, atteinte rénale avec une CIVD et des urines Coca-Cola noires. On peut avoir une hypoglycémie. Tous ces signes orientent vers le paludisme grave, mais encore une fois, il faut confirmer par un examen biologique la goutte épaisse et le frottis sanguin. J'ai parlé de la goutte épaisse et du frottis sanguin parce que le frottis sanguin vous permettra de déterminer réellement l'espèce qui est en cause, c'est-à-dire Plasmodium falciparum. Voilà comment nous pouvons définir la morbidité palus. Mais quels sont les modes de transmission? Globalement, nous retenons 3 principaux modes de transmission du paludisme. La piqûre d'un moustique infesté appelé Anophèle femelle, c'est le principal mode de transmission. Et sur le plan épidémiologique, c'est ce mode de transmission qui a une signification épidémiologique. Puis, il y a les autres modes de transmission qui sont de moindre intensité. Nous avons la transfusion sanguine. Vous pouvez transmettre par la transfusion le parasite à un individu qui fera le paludisme, par la piqûre d'une aiguille contenant des hématies infestées, vous pouvez faire le paludisme, notamment chez les techniciens de laboratoire. Et le 3e mode de transmission, c'est la transmission congénitale de la mère à l'enfant. Vous savez que pendant la période de gestation, il y a une baisse de l'immunité. Les parasites se logent dans le placenta et peuvent être transmis à la femme, à l'enfant pendant la grossesse. Lorsque nous regardons le panorama des malades dans nos hôpitaux, nous voyons que le paludisme grave occupe dans les hôpitaux 15% des admissions. Et le paludisme grave représente 21% des taux de décès. Ça, c'est les statistiques de 2020 que je vous présente. Voilà quelques courbes qui nous montrent l'incidence du paludisme dans la population et nous retenons ce qui est encadré, c'est les statistiques de 2016 à 2020. Vous voyez bien que la tendance est à la hausse de 2012 à 2016 et de 2016 à 2019. Nous n'avons pas connu de tendance baissière. Sur ces schémas, vous allez remarquer ce que nous avons dit par rapport au faciès épidémiologique, que la transmission est faible dans certaines zones et elle est très élevée dans d'autres zones. La transmission est modérée. La transmission est très élevée lorsque nous avons une incidence de 45%. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et vous remarquez que les zones jaunes
c'est-à-dire au nord surtout, nous avons de faibles transmissions. Et dans ces zones, c'est parce que le paludisme est instable, le paludisme est saisonnier que nous avons ce cas de figure. Voilà les statistiques de l'enquête démographique pour la santé de 2011 à 2012 et de 2017 à 2018. Vous voyez que le schéma n'a pas tellement changé. Le paludisme sévit dans le pays et l'incidence est toujours de 40% environ. Il y a des zones où l'incidence est faible, mais nous retenons globalement que le paludisme chez l'enfant de moins de 5 ans est un réel problème de santé publique. L'historique de la lutte contre le paludisme au Bénin comme dans les autres pays, depuis les années 1990, obligation a été faite à tous les pays par l'Organisation mondiale de la santé de créer un programme national de lutte contre le paludisme, ce que nous avons fait dans les années 1992. Et depuis, périodiquement, tous les 5 ans, nous élaborons un plan stratégique de lutte contre le paludisme. Et grâce à la recherche, nous suivons l'efficacité des antipaludiques que nous utilisons, l'efficacité des insecticides que nous utilisons pour imprégner les moustiquaires imprégnés. Alors, au cours des années 2000-2004, l'apparition de la résistance à la chloroquine était telle qu'il fallait abandonner cette molécule. La plupart des pays en Afrique au sud du Sahara ont abandonné la chloroquine pour la remplacer par ce que nous appelons les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés de l'artémisinine. Qui vous souviennent qu'en Asie, notamment en Chine, l'artémisinine est utilisée depuis des millénaires pour le traitement du paludisme, la prise en charge du paludisme. Alors, pour mieux rentabiliser cette artémisinine, on a mis en place des combinaisons d'antipaludiques contenant de l'artémisinine parce qu'on s'est dit une molécule protégera une deuxième molécule pour que la résistance n'apparaisse pas rapidement. Au Bénin, après le remplacement de la chloroquine, nous avons également fait de la lutte antivectorielle avec la distribution des moustiquaires imprégnés qui a commencé en 2007. Nous avons essayé de faire des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides et là, c'était dans les zones de paludisme sable, surtout au nord. Puis, avec l'avènement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et les hépatites, notre pays a fait l'option de l'élaboration d'un plan stratégique intégré d'élimination de toutes ces endémies, notamment le paludisme, la tuberculose, le VIH et les hépatites, en élaborant un plan intégré de lutte contre toutes ces maladies. Avec le slogan de l'OMS qui voudrait
qui souhaiterait qu'on aille à l'élimination du paludisme d'ici à 2030, nous avons adopté depuis 2015 les recommandations suivantes. Il s'agit de maximiser l'impact des outils et stratégies pour sauver des vies, fournir un cadre complet pour guider les pays dans leurs efforts pour l'élimination du paludisme en vue de réduire l'incidence de cette maladie d'au moins 90% d'ici à 2030. Ce que nous avons commencé par faire dans notre pays en élaborant le plan stratégique intégré dont j'ai parlé tantôt. Et l'objectif final est d'éliminer le paludisme d'ici à 2030 dans la plupart de nos pays. Pour y parvenir, le plan stratégique s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier, il s'agit de garantir l'accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement du paludisme. Donc, il faut que tout Africain, notamment les enfants âgés de moins de 5 ans, puissent avoir où ils se trouvent un diagnostic correct, un traitement et une prévention contre le paludisme. Le deuxième pilier, il s'agit d'accélérer les efforts vers l'élimination en obtenant le statut du Bénin ou de l'Afrique exempte du paludisme. Et le troisième pilier, c'est de maintenir la surveillance par des activités à base communautaire. Pour cela, nous avons besoin de soutien. Les soutiens doivent passer par l'innovation. L'innovation dans les stratégies de lutte. Comment pouvons-nous faire pour rendre accessibles, par exemple, les moustiquaires imprégnés? Comment pouvons-nous agir sur l'environnement? Le paludisme est un problème de pays pauvres. Comment agir sur l'environnement? Aujourd'hui, notre pays a la chance d'aller vers l'asphaltage. L'asphaltage permet d'assainir notre environnement et de détruire les gîtes larvaires parce qu'il faut agir sur les déterminants de ce paludisme. Tant qu'il n'y aura pas de gîtes larvaires, il n'y aura pas de moustiques, donc il n'y aura pas de transmission. Qu'il vous souvienne que les pays tout au long de la Méditerranée, le siècle dernier, avaient beaucoup de paludisme, mais c'est parce que ces pays se sont développés, ont asséché les marais, qu'on ne parle plus de paludisme dans ces pays-là, puisqu'il n'y a plus de gîtes larvaires, il n'y a plus de moustiques, donc il n'y a plus le vecteur qui transmet. Donc, nous devons mettre à profit les innovations et imaginer ce que nous allons faire pour rendre disponibles les 3 piliers que nous avons évoqués. Au Bénin, par exemple, nous sommes allés vers la digitalisation de la distribution des moustiquaires imprégnés. Tout a été informatisé, les cibles ont été répertoriées et c'est ainsi qu'on a amélioré la distribution des moustiquaires imprégnés. Quelques éléments par rapport au plan stratégique qui a été élaboré. Nous avons fixé 3 axes. Le premier axe aborde la prévention du paludisme et se focalise sur la lutte antivectorielle, sur la chimioprévention. Tout ce que je suis en train d'énoncer ici par rapport aux axes sont
des stratégies que nous avons mises en place dans l'Afrique au sud du Sahara. Je parle du Bénin, mais je suis à l'aise de vous dire que c'est l'Afrique au sud du Sahara. C'est les axes que nous devons mettre en œuvre si nous voulons aller vers l'élimination du paludisme. Donc, la lutte antivectorielle doit être une priorité. La chimioprévention également fait partie de la prévention. Par rapport à la chimioprévention, nous devons distinguer la chimioprévention chez les personnes en zone d'endémie. Au Bénin, par exemple, la chimioprévention est réservée aux femmes enceintes, puisque nous avons dit que les deux cibles, c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Moi, quand j'étais jeune, le matin avant d'aller à l'école, on prenait de la chloroquine. C'est ça la chimioprévention. Mais maintenant, nous avons décidé, à cause des effets, l'apparition de la résistance, on a décidé d'abandonner la chimioprévention. On ne distribue plus, on ne donne plus les médicaments en prévention. Cette chimioprévention est réservée uniquement à la femme enceinte parce que en donnant la molécule retenue, c'est la sulfadoxine pyrimétamine. En donnant cette molécule, on stérilise le placenta. C'est-à-dire que la sulfadoxine pyrimétamine détruit les parasites qui sont dans le placenta et la transmission ne peut plus se faire vers le fœtus. La chimioprévention est également réservée aux sujets neufs qui viennent des zones non endémiques. Dans notre pays, par exemple, on peut les mettre sous chimioprévention. Encore que là, il y a un point d'interrogation. Il y a des écoles qui disent que ce n'est pas la peine de faire la chimioprévention. Il faut attendre et l'expectative armée, attendre que la personne commence à avoir des signes et rapidement on met en traitement. C'est également une question d'école. Donc, l'axe numéro 1, si nous voulons aller vers l'élimination du paludisme, c'est la prévention par la lutte antivectorielle et la chimioprévention. Tout à l'heure, nous avions parlé des faciès épidémiologiques. Un élément très important, je ne sais pas si cela se déroule déjà dans vos pays, mais il y a la chimioprévention saisonnière dans les zones où le paludisme est saisonnier. Dans ces zones, on est amené à traiter les enfants pendant la période où le paludisme va être transmis. On traite les enfants à la période, à l'approche des saisons de pluie, sur 3 mois, sur 4 mois. Et là, c'est la chimioprévention saisonnière. Au Bénin, nous avons commencé dans plusieurs zones sanitaires du Nord où on fait la chimioprévention saisonnière. Nous avons parlé de l'axe numéro 1 qui est la prévention. L'axe numéro 2 porte sur le diagnostic et le traitement. Le diagnostic du paludisme, vous savez que l'idéal, c'est de faire une goutte épaisse et un frottis sanguin. Mais quand vous vous retrouvez à 700 km de Cotonou, où vous n'avez pas d'électricité, comment voulez-vous faire un diagnostic microscopique? C'est là où l'utilisation des tests de diagnostic rapide est devenue importante. L'utilisation des tests de diagnostic rapide nous a apporté
beaucoup en termes d'efficacité et de prise en charge rapide parce qu'au niveau communautaire, on peut appliquer les tests de diagnostic rapide pour confirmer le diagnostic du paludisme et mettre en place sa stratégie 4, c'est-à-dire le traitement. Le traitement, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés de l'artémisinine qui nous donnent beaucoup de satisfaction. Mais malheureusement, et comme nous sommes à l'époque de la résistance des micro-organismes, le parasite du paludisme commence par développer de la résistance aux dérivés de l'artémisinine. Donc, nous devons être très vigilants et mettre en place des mécanismes de surveillance de l'apparition de la résistance du parasite aux dérivés de l'artémisinine. Donc, l'axe 2 portait sur le diagnostic et le traitement. L'axe 3 porte sur le renforcement du programme, c'est-à-dire toutes les stratégies que le pays met en place pour renforcer la lutte contre le paludisme. Ça passe par la communication, par exemple. Ça passe par la disponibilité des antipaludiques. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez éliminer le paludisme si vous avez des ruptures de stock. Vous ne pouvez pas dire que vous faites de la lutte contre le paludisme si les personnes ne savent pas ce qu'est le paludisme, comment se transmet le paludisme. Ça, c'est la communication. Donc, nous avons mis dans cette diapo les stratégies 5 pour améliorer la gestion de la lutte, les stratégies 6 en termes de communication pour opérer un changement de comportement, surtout au niveau communautaire. Stratégie 7, c'est la gestion et achat des stocks. Il faut que les antipaludiques soient disponibles, que les TDR soient disponibles, que les moustiquaires soient disponibles. C'est ça l'achat des stocks et la disponibilité des stocks. Et enfin, nous ne pouvons pas occulter le volet suivi. J'ai parlé tout à l'heure de l'apparition, même si c'est encore très faible, de la résistance du parasite aux dérivés de l'artémisinine. L'artémisinine, je l'ai dit, est utilisée en Asie, notamment en Chine, depuis des millénaires. Et aujourd'hui, dans la zone que l'on appelle la zone du Mekong, il y a déjà de la résistance. Donc, nous devons faire le suivi pour être sûr que cette résistance-là ne gagne pas déjà nos pays et pour voir si nous ne devons pas à nouveau changer de stratégie. Donc, le suivi et l'évaluation des stratégies que nous mettons en place est également important. Et c'est ce que nous mettons dans l'axe numéro 3 qui permet le renforcement du programme de lutte contre le paludisme. Diapo 20, s'il vous plaît. Diapo 20. Je n'ose pas toucher. Voilà. Donc, nous reprenons les axes pour donner un peu plus de détails. Lorsque nous parlons de prévention, ce n'est pas seulement la lutte antivectorielle, l'utilisation des moustiquaires ou la pulvérisation. Il faut que le cadre de vie soit assaini. Les pays de la Méditerranée n'ont plus de paludisme parce qu'ils se sont développés. Les marais ont été remplacés par des buildings. Donc, le cadre de vie a été assaini, ce qui a constitué la lutte antivectorielle dans ces régions-là. La distribution de moustiquaires imprégnés. Et là aussi, je voudrais ajouter que le tout n'est pas de distribuer les moustiquaires imprégnés, mais il faut que ces moustiquaires imprégnés soient utilisés non seulement pour les enfants de moins de 5 ans,
mais également chez la femme enceinte. Et toujours dans le cadre de la prévention, j'ai abordé la chimioprévention du paludisme saisonnier. Partout où le paludisme ne sévit pas tout au long de l'année, il faut pouvoir faire la chimioprévention qui consiste à traiter les enfants avant et pendant la période de transmission pour que les enfants ne fassent pas la maladie. Diapo 21. Axe 2, diagnostic et traitement. Dans les centres de santé publics, privés, partout où l'on a la possibilité de faire la microscopie, il faut pouvoir rendre disponible cette microscopie pour rapidement dépister le paludisme simple afin que ce paludisme simple ne bascule pas sur le paludisme grave. Pour ce faire, le pays recommande que soient disponibles des tests de diagnostic rapides partout où l'on peut avoir accès aux soins. Il ne faut pas attendre d'avoir un microscopiste, il ne faut pas attendre de faire la goutte épaisse et le frottis sanguin. Nous savons que dans notre pays, dans 97% des cas, c'est Plasmodium falciparum que nous avons, donc il ne faut pas attendre. Plus tôt on met en place le traitement et mieux ça vaut. Prochaine diapo. L'axe 3, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le paludisme est une maladie qui doit être prise en charge de façon holistique avec tous les ministères. J'ai évoqué l'exemple de la période de la COVID. Certains pays n'ont pas pu distribuer les moustiquaires. Pourquoi? Parce que le ministère des Transports n'a pas pu ramener les moustiquaires dans les pays. Le ministère des Transports n'a pas pu aider le ministère de la Santé à mettre en place les stocks de moustiquaires, les stocks d'antipaludiques, les stocks de colorants, de réactifs, les tests de diagnostic rapide, etc. Le ministère des Finances doit mettre en place des ressources si nous voulons agir sur le paludisme. Tout part du ministère des Finances. Si le ministère des Finances n'alloue pas les crédits qu'il faut, le ministère de la Santé ne pourra rien faire du tout. Le ministère du Développement, à travers les statistiques, doit nous permettre de suivre et d'évaluer la lutte antipaludique dans notre pays parce que c'est le ministère du Développement qui a à charge la collecte des données, donc des statistiques qui pourraient nous permettre de suivre l'évolution de la lutte antipaludique dans notre pays, dans la plupart des pays. Diapo 23, s'il vous plaît. Sur ce schéma, je suis revenu sur la lutte antivectorielle et nous parlons de lutte antivectorielle intégrée. Ici, le schéma montre un moustique qui a été barré au rouge. Même si le moustique existe, avec la distribution de moustiquaires imprégnés, soit à travers des campagnes de masse, soit la distribution en routine chez les enfants quand ils viennent faire la vaccination contre la rougeole, ils ont droit à une moustiquaire imprégnée. La femme enceinte qui suit correctement ses consultations prénatales a droit à une moustiquaire imprégnée. C'est les stratégies qui sont mises en place.
Au-delà de l'utilisation des moustiquaires imprégnés, nous pouvons, si les ressources sont disponibles, aller à la pulvérisation intradomiciliaire, pulvérisation qui a été menée quelques années, quelques campagnes dans le plateau, les départements du plateau et également dans les départements du Nord. Prochaine diapo. Je vais vous parler de quelques résultats que nous sommes en train d'évaluer, notamment la lutte antivectorielle avec la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides. Le Bénin a conduit plusieurs campagnes depuis 2008 à 2011 dans les départements de l'Ouémé, je l'ai dit tantôt, et dans les départements du Nord. Mais il faut s'arrêter et évaluer et apprécier l'efficacité de cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire. La pulvérisation intradomiciliaire a été un outil important utilisé dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, en Asie, en Russie, en Europe, en Amérique latine, où aujourd'hui, on peut se dire que l'on a éliminé le paludisme. Nous devons aller vers cette lutte antivectorielle, mais il faut beaucoup de ressources et il faut un engagement fort de nos États pour que le paludisme soit vraiment une priorité. Prochaine diapo. La chimioprévention. La chimioprévention, nous avons dit qu'on réservait la chimioprévention pour le paludisme saisonnier. Là où le paludisme saisonnier sévit, il faut administrer des médicaments à ces enfants âgés de moins de 5 ans pour les protéger avant la forte transmission du paludisme. Chez la femme enceinte, c'est le traitement préventif intermittent par la sulfadoxine pyrimétamine pour éviter que le paludisme, les parasites logés dans le placenta, ne passent chez l'enfant. Le Bénin a démarré il y a quelques mois le traitement préventif intermittent chez le nourrisson. C'est une approche que nous allons mettre en œuvre avec nos partenaires PSI pour le traitement préventif intermittent du paludisme chez le nourrisson. Tout le dispositif, le mécanisme est en train d'être mis en place pour que le Bénin passe à cette étape. Donc, la prévention, nous aurons la chimioprévention du paludisme saisonnier, la prévention, le traitement préventif chez la femme enceinte et le traitement préventif chez le nourrisson. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Quelques statistiques du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. On peut passer, on peut évoluer. Prochaine diapo. La difficulté du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, c'est notamment l'utilisation, le respect de l'utilisation de cette chimioprévention chez la femme enceinte. Dernier axe de prévention sur lequel je voudrais insister, vous avez entendu depuis des décennies parler du vaccin. Et chaque fois que l'on parle de vaccin, tout le monde se dit à quand le vaccin contre le paludisme? À quand le vaccin contre le paludisme? C'est une préoccupation des pays endémiques. C'est vrai,
un candidat vaccin a été développé, a été mis en place avec des résultats mitigés, mais la recherche se poursuit. Le candidat vaccin qui est le plus utilisé et vulgarisé par l'OMS, c'est le RTSS. Mais depuis l'avènement, je dirais depuis l'avènement de la COVID-19, où les chercheurs ont inondé nos pays avec les vaccins anti-COVID, cela a constitué une opportunité pour que le vaccin antipaludique qui sont dans les laboratoires, qui sont en train d'être développés, puissent également bénéficier de l'appui de ce partenariat. Aujourd'hui, nous avons le vaccin R21 que l'on appelle matrice M, qui a été développé avec les chercheurs de l'Université d'Oxford et les chercheurs du Burkina Faso, notamment le professeur Tinto, qui est un parasitologue, publié en 2021, on peut dire que nous étions à 77% d'efficacité pour la phase 2. Vous savez que pour mettre en place un vaccin, il y a la phase de laboratoire, il y a la phase 1 que l'on administre aux personnes saines, la phase 2 que l'on administre aux personnes malades et la phase 3 qui permet d'évaluer. Donc, avec la phase 2, c'est-à-dire l'administration respectant un protocole éthique rigoureux, on a obtenu 77% d'efficacité de ce vaccin. Mais il faut aller à la phase 3 pour confirmer l'efficacité du vaccin. Cette phase 3 est en cours. Nous pouvons dire que c'est un vaccin R21 qui donne beaucoup d'espoir. Nous sommes convaincus que cela va nous permettre, associé aux autres stratégies de lutte, d'aller vers l'élimination du paludisme. Donc, d'ici à 2025, plusieurs pays vont utiliser ce vaccin et l'évaluation nous dira si l'espoir est permis ou pas. Prochaine diapo. Zéro palu d'ici à 2030. Certains pays ont fait des progrès considérables. L'Afrique du Sud, le Botswana, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana et la Namibie sont les pays ayant atteint l'objectif de réduction de l'incidence et de la mortalité associée au paludisme de 40%. C'est énorme, c'est considérable. C'est des pays qu'il faut surveiller, qui peuvent aller vers l'élimination. Prochaine diapo. Mais lorsqu'on fait le point de l'élimination du paludisme, le point que je vous donne là, c'est date de 2017. Ça n'a pas beaucoup évolué, ça n'a pas changé. 17 pays ont été répertoriés par l'OMS comme des pays ayant éliminé le paludisme. Mais malheureusement, il n'y a que 2 pays africains, les pays de l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie et le Maroc. Or, dans ces pays, nous n'avons pas de plasmodium falciparum, c'est surtout le vivace qui circule. Donc, en Afrique, nous avons l'Algérie, le Maroc, puis certains pays d'Amérique latine ont éradiqué, ont éliminé le paludisme. Il faut faire la différence entre l'éradication et l'élimination du paludisme. Je voudrais citer certains pays d'Amérique latine comme l'Argentine, comme le Costa Rica, comme le Paraguay et d'autres pays
comme l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis, le Paraguay, etc. Ils sont en tout 17 pays que l'OMS a répertoriés. En Afrique, quelle est la situation? Avec l'OMS, nous retenons 6 pays qui sont proches de l'élimination d'ici à 2030 si les efforts sont maintenus et si l'engagement des gouvernements et des partenaires continue. Nous avons l'Algérie, toujours l'Algérie. Nous avons les Comores, la Gambie, Madagascar, le Sénégal, le Zimbabwe. Plusieurs pays sont des pays à forte endémicité. La morbidité est toujours très élevée. Je citerai le Nigeria, c'est un pays dense avec une surpopulation. La RDC, le Mozambique, l'Inde et l'Ouganda, ce sont des pays qui focalisent l'attention de l'Organisation mondiale de la santé. Et d'autres pays sont en progrès, comme le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Mozambique et l'Ouganda. Retenez que dans ces 5 pays, la recherche sur le paludisme est très intense et cela permet aux pays de prendre les décisions qu'il faut. Donc, ils progressent, le Burkina, le Cameroun, le Mali, et le Mozambique et l'Ouganda. Prochaine diapo. Il n'y a pas de programme de lutte contre une maladie sans difficulté et sans goulot d'étranglement. La première difficulté que nous entrevoyons, c'est la mobilisation des ressources financières en faveur de la lutte. Les pays ont du mal à couvrir toutes les zones parce que les ressources financières sont insuffisantes. La chimioprévention saisonnière devrait aider les pays à aller vers l'élimination. Mais là également, on n'arrive pas à couvrir toutes les zones éligibles à la chimioprévention saisonnière. La destruction des gîtes larvaires. Vous voyez, les gîtes larvaires, ce n'est pas forcément de grandes mares d'eau, mais même les petites boîtes de conserve qui retiennent une petite quantité d'eau peuvent être des gîtes larvaires où le moustique se développe. Donc, il faut faire un assainissement du milieu. Prochaine diapo. Les défis, c'est la connaissance réelle de la maladie par les populations qui, peu ou prou, sont toujours rattachées aux croyances traditionnelles. Donc, il faut intensifier la communication, soit dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. L'alphabétisation également peut aider à cela. L'assainissement du cadre de vie, je l'ai déjà dit. Allouer les ressources qu'il faut, c'est un grand défi. Le contrôle de la résistance du parasite aux antipaludiques et le contrôle de la résistance du vecteur aux insecticides usuels. Les autres défis, c'est lorsque d'autres épidémies apparaissent, comme la COVID-19. En termes de perspective, nous pensons fermement que la lutte contre le paludisme devait être vraiment une lutte qui se développe par la base, c'est-à-dire une lutte communautaire. Tous les programmes qui sont allés vers l'élimination ont utilisé l'approche communautaire. Donc, dès la communauté, dans la base, il faut innover et amener les populations à s'inscrire dans la prévention, dans la lutte antivectorielle, mais cela doit se faire au niveau communautaire.
Il faut qu'au niveau communautaire, nous utilisions des agents comme ceux que nous appelons les relais communautaires pour le traitement rapide des cas, la prise en charge de la fièvre, par exemple. La décentralisation devait être favorable parce que nous avons dans la plupart de nos pays une structure sanitaire pyramidale. Et cette structure sanitaire pyramidale, dans cette structure pyramidale, on attend toujours que les directives viennent du sommet vers la base. Or, nous devons commencer par la base. Nous devons commencer au niveau communautaire. La lutte contre le paludisme ne devrait pas être menée uniquement par le secteur public, mais l'engagement du secteur privé, les entreprises, tous ensemble, secteur public, secteur privé, dans un partenariat, doivent pouvoir mener la lutte contre le paludisme. Prochaine diapo. Au niveau de la santé, l'engagement du ministère de la Santé, au moment de l'arbitrage budgétaire, le ministère de la Santé doit pouvoir dégager assez de ressources pour la lutte contre le paludisme. La lutte contre le paludisme devait être une priorité pour nos différents ministères de la Santé. Et lorsque les ressources sont dégagées, il faut garantir une bonne gestion des financements alloués à la lutte contre le paludisme. Au niveau étatique, nous avons parlé de l'assainissement du cadre de vie. Au Bénin, nous avons démarré un programme que l'on appelle l'asphaltage, c'est-à-dire la construction des voies, l'assèchement des points d'eau qui sont des gîtes larvaires, etc. Cela sera favorable à la destruction des gîtes larvaires et à la disparition, à l'élimination des moustiques vecteurs de la maladie. Dans les hôpitaux, il est important de mettre en place les ressources humaines qu'il faut en recrutant davantage du personnel médical pour la prise en charge des cas. Nous devons aller vers le Parlement pour que la législation sur la lutte antivectorielle centrée sur le paludisme soit une réalité. Élaborer des lois sur la santé communautaire, par exemple, parce que si on change de paradigme et que l'approche de lutte contre le paludisme devrait démarrer par la base, le niveau communautaire, il serait important que l'on puisse légiférer et avoir une loi sur la santé communautaire. Je voudrais terminer en rappelant les directives de la Journée mondiale contre le paludisme 2023. Il s'agit d'investir, d'innover, de mettre en œuvre pour que dans nos différents pays, surtout les pays en Afrique aussi du Sahara, on puisse se prévaloir du slogan « Zéro palu » dans nos différents pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, merci pour cette communication qui était très intéressante et également pour les perspectives dont vous nous avez parlé. Et merci parce que ce n'était pas gagné d'avance. Vous étiez occupé toute la journée, mais quand même, vous aviez tenu votre engagement vis-à-vis de nous et nous vous en remercions. Nous allons passer à la deuxième phase de questions-réponses. Donc, c'est comme toujours. Si vous avez des préoccupations à l'endroit du prof, vous levez la main, je vous donne la parole et vous vous présentez, vous nous dites de quel pays vous venez et vous posez votre préoccupation. Docteur Moussa Silla, vous avez la parole.
Docteur Moussa Silla, vous êtes avec moi? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ok. Allô, bonjour madame. Bonjour, docteur Bonjour. Moussa. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci de Ok, vous présenter, de poser votre préoccupation. ok. Je reprends, comme vous l'avez si bien dit, je reprends au nom du docteur Moussa Silla, médecin interne de l'urgence CMC de la minière Guinée-Conakry. Donc, je D'accord. remercie Merci bien le de professeur pour présenter. rapport ici à sa présentation. Allô, vous recevez? Oui, oui, Allô? on vous reçoit. On vous Ok. reçoit. J'ai une série de lots de questions. Et la première question était de savoir, est-il vrai qu'il y a une couche d'anophèle plus redoutable que celle est, qui est actuellement? Allô? Allô, vous me Oui, on recevez? vous écoute. Oui, 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 on vous reçoit. Oui, on vous reçoit. Si vous avez compris la première question, est-il vrai qu'il y a une couche d'anophèle qui est nouvellement découverte, plus redoutable que l'anophèle actuel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à la vaccination. La vaccination, c'est par rapport, est-ce qu'on la pratique par rapport ici aux formes graves, c'est-à-dire pour éviter les formes graves du paludisme ou de conférer une immunité à long cours pour le paludisme? Ça, c'est la deuxième question. D'accord. Merci beaucoup, Allô? docteur Moussa Silla. Il y a d'autres questions? Vous aviez d'autres préoccupations? Bon, la troisième question, c'est par rapport ici à la fourchette d'âge. Est-ce que la vaccination concerne toutes les fourchettes d'âge ou bien c'est seulement ici concentré ici sur les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants de défier la vie? D'accord. Merci beaucoup, docteur Moussa. Oui. Professeur, est-ce que vous avez envie de répondre directement aux Non, différentes je questions pense que je que vais vous avez? prendre une série de questions. D'accord. OK. Nous allons passer alors au deuxième intervenant. Il s'agit de Monsieur Job Wilfried. Merci de vous présenter, de poser votre question. Euh, Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous reçoit. Ok, merci. Je suis Joab Wilfried Nassa, je suis médecin et étudiant en santé publique. Euh, Ma première préoccupation a été un peu prise en compte avec le dernier intervenant. Il s'agissait de la vaccination. Je voudrais avoir, si possible, l'avis du professeur par rapport à la vaccination anti-palu, par rapport aux deux vaccins. Bon, le premier LTSS que l'OMS recommande et le deuxième qui est en cours que des pays comme le Ghana, le R21, que le Ghana, par exemple, a déjà un plan d'utilisation. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant les stratégies et axes que le professeur a présenté. Et par rapport à ça, j'ai remarqué que ça va jusqu'en 2030. Et ma question, c'est de savoir, vu les prévalences du paludisme, par exemple, au Bénin, sur les 3 dernières années qui sont restées stationnaires, est-ce que pour ces stratégies-là, vous pensez vraiment qu'on pourra euh, atteindre l'élimination du paludisme, ou bien au moins en tant qu'élimination, en tant que problème de santé publique dans un pays tel que le Bénin et un peu plus largement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest? Hmm. Merci beaucoup, docteur Wilfried. Nous allons Oui, merci. passer à docteur Dalmeda Tiakpa, excusez-moi. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous reçoit. D'accord. Merci, docteur Fassinou. Bonsoir au professeur Dorothée. Je me présente, je suis docteur Dalmeda Diakba, je suis médecin. Je réside en Côte d'Ivoire et j'y travaille également. Je suis médecin de santé publique et j'ai une préoccupation à adresser au professeur concernant les moustiquaires imprégnés. Alors, chez nous, en Côte d'Ivoire, déjà, les moustiquaires imprégnés, on les appelle les MILDA pour moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et j'aimerais savoir quels peuvent être les facteurs responsables de la résistance des moustiques aux moustiquaires imprégnés.
Je pose la question parce que chez nous, ici, nous avons, dans le passé, on utilisait, un même type de moustiquaire sur toute l'étendue du territoire. À un moment donné, on s'est rendu compte avec les études entomologiques que toutes les régions de la Côte d'Ivoire n'étaient pas, les moustiquaires n'étaient pas toujours efficaces partout. Et depuis, je crois, 2020, si mes souvenirs sont bons, il y a une stratification de ces moustiquaires-là avec plusieurs insecticides. Donc, une région en Côte d'Ivoire peut utiliser un type de moustiquaire, notamment à l'alpha-cyperméthrine, et un autre type de moustiquaire, une autre région, utilise des moustiquaires, par exemple, à la delta-méthrine. Je voudrais donc demander quels peuvent être les facteurs de résistance? Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ces résistances aux insecticides? Voici ma préoccupation. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Professeur, il y a 2 personnes encore en ligne. Est-ce que vous voulez qu'on finisse avec la vague de questions avant de vous donner la parole? Oui. S'il y a encore 2 personnes, on peut y aller. Bon, il y a 3 personnes. Bon, finalement 3. Merci à Dr Dalméda de supprimer sa levée de main. Je vais passer la parole à monsieur ou madame Soré Idrissa. Bonsoir à tous, à toutes. Moi, c'est Soré Idrissa. Je suis infirmier diplômé d'État. Je suis au Burkina Faso. Je travaille à l'hôpital Sourou Sanou. Ma question est relative à... Le professeur nous a parlé d'une différence entre l'éradication et puis l'élimination. Je ne sais pas si elle peut revenir sur ce terme-là pour nous éclaircir. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous allons passer la parole à monsieur Magnoro Dambélé. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Monsieur Dambélé, vous avez la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. D'accord, je suis Dr Mayo Dambélé, résident en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, j'avais seulement une seule question. Par exemple, en Côte d'Ivoire actuellement, en période de paludisme, est-ce qu'on peut faire une chimiothérapie, par exemple, aux habitants d'un quartier donné, qui sont déjà dans une zone endémique? Voici, je me fais comprendre. Merci beaucoup, Dr Dambélé. D'accord. Nous allons laisser la parole à monsieur Boubacar Dial. Merci de vous présenter. Je demande à monsieur Juste de fermer son micro, s'il vous plaît. Monsieur Boubacar, vous avez la parole. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Merci, madame, de m'avoir accordé la parole et je remercie infiniment madame pour la brillante présentation qui nous a été très édifiante. En fait, moi, je suis docteur Dial, pédiatre également apprenant en santé publique en République du Congo. Et ma question est la suivante. En ce qui concerne la prévention saisonnière, est-ce qu'il y a une population cible pour ça ou bien ça concerne la population générale en ce qui concerne la prévention saisonnière? Merci. Merci beaucoup à vous. Professeur, je vous donne la parole pour répondre aux préoccupations. Merci. Je remercie tous ceux qui sont intervenus, qui ont posé des questions. Et la première préoccupation du docteur Moussa concerne les moustiques. Je pense que la recherche a sa place dans la lutte contre le paludisme, aussi bien chez le vecteur que chez le parasite. On doit maintenir la recherche et la découverte de nouveaux moustiques. Je pense que ça fait partie de la lutte antipaludique. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris la question, mais de toute façon, périodiquement, il y a de nouveaux moustiques qui sont découverts et le plus important, c'est de savoir si ces moustiques transmettent le paludisme. Parce que tous les moustiques ne transmettent pas le paludisme. Nous prenons par exemple les culesses.
Les culettes, c'est des moustiques, les culicidés, mais ils ne transmettent pas le paludisme. Les aïdinés, les aïdes ne transmettent pas le paludisme. Le plus important, lorsqu'un moustique est découvert, il faut s'assurer de sa capacité à transmettre le paludisme. C'est ce qu'on appelle la capacité vectorielle du moustique. Là, c'est les entomos qui savent bien le faire. Monsieur Moussa a également posé une question par rapport à la vaccination. Il faut qu'on se dise que la vaccination antipaludique ne doit pas abandonner les autres stratégies de lutte parce que nous n'avons pas assez de recul pour dire qu'avec la vaccination qui est en train d'être développée sur le continent, on doit abandonner les autres stratégies de lutte. Ça doit être plusieurs stratégies de lutte intégrées et nous avons dit, l'OMS recommande d'administrer 4 doses à 1 mois d'intervalle aux enfants à partir de l'âge de 5 mois. Dans les essais cliniques qui ont eu lieu, il n'y avait pas de répercussions sur ce vaccin antipaludique. Je veux parler du RS. Il n'y a pas eu de répercussions sur les autres vaccins déjà administrés aux enfants et il n'y a pas eu de répercussions par rapport à la prise en charge des maladies de l'enfant. Donc, c'est en permanence que l'on va évaluer l'efficacité, que l'on va chercher les MAPI, c'est-à-dire les effets adverses de ces vaccins pour pouvoir réajuster l'administration des vaccins. Donc, les pays comme le Kenya, le Ghana, le Malawi sont des pays qui ont été ciblés pour tester ce vaccin antipaludique. Le nouveau vaccin R21 n'est pas encore mis sur le marché et nous attendons les résultats de la phase 3 de ce vaccin qui a montré une certaine efficacité à 77% déjà au cours de la phase 2. Donc, d'ici à là, si la phase 3 est concluante, je pense que nous pourrons aller à l'utilisation de ce vaccin. Mais retenez qu'il ne s'agira pas d'abandonner les autres stratégies de lutte. Le vaccin viendra en additif par rapport aux autres stratégies de lutte. Madame Dalmeda de la Côte d'Ivoire, je pense, a parlé de l'utilisation des moustiquaires imprégnés en variant l'insecticide par rapport aux zones. Et c'est là où la recherche a tout son sens. Tous ceux qui font la lutte antivectorielle, c'est-à-dire les entomologistes, doivent nous aider à évaluer l'efficacité des insecticides que nous utilisons pour imprégner les moustiquaires. Les pyrétrinoïdes ont déjà montré une certaine résistance. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser les pyrétrinoïdes dans les zones où il y a déjà de la résistance. La recherche doit accompagner la lutte contre le paludisme. Sinon, nous allons nous égarer, nous allons penser mettre en place des stratégies qui ne seront pas efficaces. Au-delà de cette imprégnation par rapport à l'efficacité des moustiquaires, à l'efficacité de l'insecticide par rapport aux différentes zones, des pays ont mis en place d'autres stratégies où sur la même moustiquaire, il y a un insecticide qui est utilisé pour une partie de la moitié de la moustiquaire et une autre insecticide qui est utilisé pour le reste de la moustiquaire. C'est un peu l'approche combinaison thérapeutique que nous avons dans le traitement. Mais ici, il s'agit d'une combinaison d'antipaludiques. C'est des stratégies qui sont encore en train d'être évaluées avant qu'on ne les mette à grande échelle.
Quelqu'un a parlé de la différence entre éradication et élimination. Nous parlons de l'élimination du paludisme parce que l'élimination nous permet de ramener l'incidence à un seuil où la maladie ne représente plus un problème de santé publique. Donc, un seuil vraiment basique où la maladie ne représente plus un problème de santé publique. Quant à l'éradication, c'est que la maladie a complètement disparu sur le cosmos, partout dans le monde. Et depuis, la seule maladie qui a été vraiment éradiquée, c'est la variole. Encore que ces derniers temps, on a entendu parler de la variole du singe. Mais pour parler d'éradication, il faut que tous les déterminants de la maladie soient pris en compte et que cette maladie n'existe plus nulle part dans le monde. Là, on parlera d'éradication. L'élimination, c'est le fait de contrôler la maladie à un seuil où cette maladie ne pose plus un problème de santé publique. La chimioprévention saisonnière, est-ce qu'on peut l'utiliser en Côte d'Ivoire? Pour ma part, je dirais a priori non. Mais des études ont été menées dans certains pays où on l'a mise en œuvre. Le risque, c'est de faire développer la chimiorésistance aux antipaludiques utilisés. La résistance apparaît à cause de la pression médicamenteuse que nous exerçons sur le parasite. Si nous exerçons de la pression médicamenteuse sur le parasite, ben, on aura encore créé un autre problème. C'est pour cela qu'il faut vraiment limiter la chimioprévention saisonnière à des zones où le paludisme est vraiment saisonnier. C'est la réponse que je pourrais donner. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions, mais si des gens ne sont pas satisfaits, ils peuvent toujours revenir. Oui. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si déjà ceux qui ont déjà posé des questions, si vous aviez eu la réponse à vos différentes questions. Sinon, vous pouvez toujours revenir en levant la main et nous allons vous donner la parole de façon ordonnée. Nous allons continuer avec monsieur ou madame Aruna Simido. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Après, ce sera le tour de monsieur Juste. Et nous allons continuer. Monsieur Aruna, vous avez la parole. Alors, bonsoir, professeur. Bonsoir, certains participants et participantes. Je suis docteur Simido Aruna. Je suis un médecin malien. Et en tout cas, je remercie notre cher professeur pour la qualité de l'enseignement. Et j'avoue que ça me concernait particulièrement parce que moi, je suis dans une zone au Mali où le paludisme est même endémique avec des épisodes épidémiques qu'on appelle d'ailleurs même les pics de paludisme chez nous. Et j'avoue que nous avons aussi les mêmes programmes de prévention au Mali ainsi que le Bénin. Comme le professeur l'a si bien dit, malgré la chimioprophylaxie, qui est d'ailleurs chez nous, on le fait souvent ici dans notre région, on le fait 3 fois par an ou bien souvent 2 fois par an. Mais malgré ça, on dit aux parents de mettre l'accent sur la lutte vectorielle et dormir sous un moustiquaire imprégné. Alors, qu'à cela ne tienne, j'ai 2 préoccupations. La première, lorsque le professeur a parlé au niveau des signes de gravité, j'aimerais savoir, est-ce qu'il faudra-t-il retenir le paludisme grave avec la présence des signes de gravité, quelle que soit l'espèce, ou bien faudra-t-il forcément la présence du Plasmodium falciparum pour dire que le paludisme est grave? Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, par rapport aux signes de gravité? En fait, voilà, par rapport aux signes de gravité, vous avez dit d'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce qu'il faudra-t-il retenir que le paludisme est grave, quelle que soit l'espèce, en plus les signes de gravité, ou bien il faut forcément le Plasmodium falciparum pour dire que le paludisme est grave?
D'accord. Alors, deuxième préoccupation, en fait, chez nous, parce que comme je disais tantôt, le paludisme est vraiment endémique chez nous avec des épisodes. Et souvent, dans notre pratique empirique, nous avons l'habitude même d'utiliser systématiquement les antibiotiques et plus spécialement les C3G, céphalosporine de troisième génération, enfin. Parce que nos remarques a été que à chaque fois qu'on utilise les patients, on traite les patients avec quinine seulement ou bien avec l'artisune, on voit qu'il y a ce qu'on appelle effet irrégulier. Les personnes viennent toujours avec les mêmes symptomatologies. Et on a constaté lorsqu'on ajoute un C3G au traitement, ça triationne quelques jours, et on constate que les personnes ont une période de rémission spontanée avec l'antibioprophylaxie, ou bien je vais dire comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des données probantes qui prouvent cela? Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Arounon. On va passer la parole à monsieur Juste. Puis après, ce sera le tour de monsieur Boubacar. Monsieur Juste, vous avez la parole. Votre micro est ouvert. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Est-ce que vous êtes là? On n'entend pas. Si vous n'arrivez pas, vous avez un souci de micro, vous pouvez laisser le message, un message dans le chat, je vais lire pour vous. Nous allons passer la parole à Dr Camara, puis à Dr Boubacar Diagne. Dr Camara, je vous laisse la parole. Merci à monsieur Abba de fermer son micro. Dr Camara, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, professeur. Moi, c'est Dr Camara Ibrahim, médecin en Côte d'Ivoire, dans une province sous-préfecture de Santa. Ma préoccupation, c'est concernant déjà les résistances au niveau des CTA. Le professeur a parlé de mécanismes de détermination des résistances et les suivis, en fait, et l'élaboration des stratégies, en fait, en vue de prévenir les résistances. Bon, ici, on a des directives déjà préétablies pour la prise en charge du palu. Vu que déjà on a des résistances, j'aimerais savoir de manière pratique quels sont ces mécanismes pour déterminer les résistances et si on a des stratégies élaborées déjà pour le suivi, pour pouvoir déjà déterminer ces résistances. Voilà, j'aimerais de manière pratique que le professeur puisse nous expliquer quoi, si c'est possible. C'était ma question. Merci beaucoup, Dr Camara. Merci à vous pour votre préoccupation et votre participation au débat. Je vais donner la parole pour finir à Dr Diagne. Et puis après, nous allons redonner la parole au professeur. Merci. Merci, madame. Moi, j'avais déjà posé la question qui n'a pas été répondue. Allez-y, allez-y. Concernant la prévention saisonnière, est-ce qu'elle concerne-t-elle une population cible ou bien la population générale en question? C'est ça. D'accord. Professeur, vous avez la parole pour répondre aux différentes questions. Monsieur Arouna, je vous remercie pour les commentaires positifs que vous avez eu à faire au sujet de la présentation. Je pourrais dire qu'au Mali, nous avons beaucoup de Plasmodium falciparum, mais également nous avons du vivace. Et il faut prendre garde de ne pas utiliser les antibiotiques puisque nous sommes en train de parler aujourd'hui de la résistance des antimicrobiens aux différents agents pathogènes. Ça devient une préoccupation pour toute la communauté scientifique, l'apparition de la résistance, quand bien même on sait que les macrolides sont efficaces sur les plasmodies, que les cyclines sont efficaces sur les plasmodies, il faut se garder d'utiliser les antibiotiques parce que d'ici à là, nous n'aurons plus de molécules pour traiter les maladies bactériennes graves si nous utilisons ces antibiotiques pour le paludisme.
Je pense qu'il faut épuiser tout ce que nous avons comme recours, comme antipaludisme, plutôt que d'aller vers les antibiotiques. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la rame, des résistances aux antimicrobiens, ça devient préoccupant. Et il faut se garder d'utiliser les antibiotiques. Monsieur Camara parlait des CTA. Je pense que je l'ai dit, la recherche doit être une priorité dans la lutte contre le paludisme. Les combinaisons thérapeutiques, il faut en évaluer l'efficacité et déterminer les marqueurs. Je n'ai pas parlé de la PCR. Je n'ai pas parlé de la PCR parce que nous sommes en train de parler du paludisme en routine. La PCR étant réservée dans nos pays, surtout pour la recherche. Eh bien, on peut déterminer par la PCR les marqueurs moléculaires de la résistance, déterminer les gènes qui sont à la base de la résistance et à partir de là, lorsque les gènes en base de la résistance ont atteint un certain seuil dans une communauté, on est obligé d'abandonner ces molécules-là et de passer à une autre molécule. Aujourd'hui, avec les CTA que nous avons 2 médicaments. La Téméter, luméfantrine, c'est ce que nous utilisons le plus. Mais plusieurs études sont en cours où on a 3 antipaludiques, voire parfois 4 antipaludiques qui sont en cours d'essai aujourd'hui parce que nous nous disons d'ici à là, le fait d'avoir créé la pression médicamenteuse. C'est quoi la pression médicamenteuse? C'est l'effet d'utiliser sur une longue durée un médicament. La pression médicamenteuse crée la résistance, c'est-à-dire le parasite commence par développer des mécanismes de résistance pour échapper à l'efficacité de ces antipaludiques-là. Donc, nous devons anticiper et préparer la découverte d'autres combinaisons thérapeutiques que nous allons utiliser le moment venu si par hasard il s'avérait que les CTA que nous avons actuellement ne sont pas efficaces. Quelqu'un a parlé de la chimioprévention saisonnière. Non, je pense que le paludisme, je l'ai dit suffisamment et à plusieurs reprises, les principales cibles qui font le paludisme grave et qui meurent, ce sont les enfants. Parce que les enfants n'ont pas une bonne prémunition pour ne pas faire le paludisme grave. Donc, la chimioprévention saisonnière, en tout cas pour les études qui ont été menées et qui sont en cours actuellement, est réservée aux enfants, pas aux adultes. Nous avons dit pas de chimioprévention chez les adultes, sauf chez la femme enceinte. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Merci beaucoup, professeur, pour la réponse aux différentes préoccupations. Je vais donner la parole à M. Sad et puis après, je vais lire les questions dans le chat. Monsieur Sad, vous avez la parole. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Je demande à M. Abba et à M. Junior de bien vouloir fermer le micro. Merci. Monsieur Sad, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre préoccupation, s'il vous plaît. Monsieur Sad, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'il a enlevé, il a supprimé la levée de main. Je vais lire les questions dans le chat. Merci, professeur, pour la présentation. Oui. Je voulais savoir quels sont les critères qui permettent de classer les pays en pays ayant éliminé ou éradiqué le paludisme. C'était la première question. Je peux continuer? Oui. D'accord.
Je veux savoir si réellement la doxycycline peut servir à prévenir le paludisme. Oui. J'aurais bien aimé que vous spécifiez sur le traitement pharmacologique dans les différentes formes du paludisme. Je veux savoir si les TDR donnent vraiment de résultats fiables. Bonsoir. Est-ce que les différentes résistances constatées ne sont pas aussi dues au fait que ce n'est plus seulement le falciparum qui sévit, mais les autres espèces, et pourtant, les ACT, je pense que la personne voulait dire les CTA, sont orientées sur le falciparum. La deuxième question est de savoir si les vaccins prennent en compte les autres espèces ou le falciparum seulement. Merci. Quelqu'un met une dernière question. Qu'en est-il de l'utilisation des produits dits de la rue? Merci de lever la main parce que là, ça devient beaucoup. On dit... Je pense que je vais répondre à cette série. Voilà, d'accord. Les critères pour dire qu'un pays a éliminé le paludisme. Il y a tout un protocole qui existe et il faut qu'on n'ait plus jamais sur une période donnée découvert le parasite chez l'homme, qu'on n'ait plus découvert le parasite dans les glandes salivaires du moustique et que sur le plan clinique, on n'ait plus de cas. À partir de là, on peut dire que on n'a plus de cas de paludisme. C'est une veille permanente et les stratégies sont bien élaborées et bien mises en place par l'Organisation mondiale de la santé. La doxycycline, j'ai dit qu'il y a des antibiotiques qui sont efficaces sur les plasmodies, notamment les macrolides et les cyclines. La doxycycline étant une cycline, elle sera efficace dans la prévention du paludisme et même dans le traitement. Plusieurs pays du Nord, c'est-à-dire les pays neufs où il n'y a pas de paludisme, donnent en prévention la doxycycline lorsque leur population se déplace dans les pays endémiques. Les traitements par rapport aux différentes formes. Par rapport au paludisme simple, nous recommandons les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés de la pénicilline, les combinaisons thérapeutiques classiques que vous connaissez. Mais par rapport au paludisme grave, de plus en plus, la quinine, l'utilisation de la quinine pour la prise en charge du paludisme grave laisse le pas à l'utilisation de l'artesunate injectable. On utilise beaucoup l'artesunate injectable ou l'artéméter injectable pour la prise en charge du paludisme grave. Donc, des études comparatives entre la quinine et l'artesunate ont montré un certain niveau d'efficacité supérieur par l'artesunate ou l'artéméter pour la prise en charge du paludisme grave. Donc voilà, en fonction de la gravité des cas. Les TDR. Beaucoup de personnes ne croient pas à l'efficacité des TDR. Mais moi, je pense que les TDR sont efficaces et ça dépend de l'antigène que vous voulez mettre en évidence en utilisant les TDR. Si vous êtes dans une zone de falciparum, il faut prendre des TDR qui ont de HRP2 qui sont efficaces. Si vous êtes dans une zone où vous avez des vivaces ou du malarié, il faut prendre des TDR qui peuvent permettre de détecter l'antigène qui correspond au parasite qu'il y a dans la zone. Et surtout, il faut que ce soit pendant la période de la crise, la période aiguë, pendant que le malade chauffe. Si le malade ne fait pas de la fièvre, il n'y a pas de signes cliniques,
Ne soyez pas étonnés que le test de diagnostic rapide soit négatif. Mais il faut surtout piquer pendant que l'enfant chauffe et vous aurez des résultats positifs avec le TDR. Après, il y a une question sur les combinaisons. Je n'ai pas noté. Quelqu'un a demandé par rapport à la résistance aux insecticides. Vous savez, quand on parle de la résistance, il y a la résistance primaire, hein, même pour les parasites, les micro-organismes. Il y a des bactéries, des parasites, des virus qui n'ont jamais été soumis à un traitement, mais qui développent de la résistance. C'est ce qu'on appelle la résistance primaire. Nous l'avons connu dans les antitubercules. Donc, parfois, il arrive qu'on n'ait pas utilisé une molécule, mais que cette molécule développe de la résistance. Et ça, c'est les chercheurs, les scientifiques qui nous permettent d'expliquer pourquoi cela. Mais ce n'est pas exceptionnel, cela arrive. Donc, il y a des insecticides que vous n'aurez jamais utilisés sur des moustiquaires, mais les moustiquaires imprégnés ne seront pas efficaces. Mais n'oublions pas que les classes d'insecticides que nous utilisons sont exactement les mêmes insecticides que l'on utilise dans l'agronomie, que les agronomes utilisent sur les plantes, que les vétérinaires utilisent. Donc, ces insecticides sont déjà dans la nature, sont déjà utilisés pour d'autres fins. Et on n'est pas surpris de voir apparaître de la résistance. Je pense que j'ai répondu aux questions. Merci beaucoup, professeur. Je vais permettre à ce que les deux personnes qui ont levé la main puissent poser leurs préoccupations, mais je vous en supplie, allez droit au but, poser une seule question qui vous tient vraiment à cœur parce que nous avons épuisé le temps qui était pour la phase des questions. Donc, je vais aller rapidement avec M. Abba, puis après M. ou Mme Bada. Et nous allons lire quelques questions dans le chat et nous allons finir la phase des questions. Merci. Monsieur Abba, vous avez la parole. Présentez-vous, posez votre préoccupation. Et moi, je suis Dr Haba Cicero, médecin généraliste de la Polyclinique Florence 6 à Koya, 40 km de Conakry, Guinée. Je voulais savoir les vaccins que l'OMS a mis en place, les vaccins RTR, SS et R21 matrice M. Est-ce que ça peut être administré sur les femmes enceintes et les enfants de 0 à 6 mois? Et quelle est la durée de ces vaccins dans l'organisme avant d'être renouvelés? J'en ai fini. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je pense que il y a eu plusieurs millions de vaccins qui ont été administrés dans 3 pays, le Ghana, le Kenya et le Malawi. Et ces vaccins ont été administrés chez les enfants de 5 mois, 6 mois, 7 mois et 8 mois en une fois. Et c'est des études qui sont encore en cours, qui n'ont pas fini on n'a pas fini de statuer parce que l'objectif, c'est de réduire la charge de la maladie. L'objectif, c'est que les enfants ne meurent plus du paludisme. Alors, que faut-il faire? Et c'est cette tranche d'âge-là que l'OMS, enfin, que les chercheurs ont choisi pour administrer le vaccin antipaludisme. Donc, nous ne sommes pas complètement à la phase où tout est stabilisé
et on peut dire, voilà le schéma vaccinal. Mais pour le moment, voilà ce que je peux vous dire. 4 doses à partir du 5e mois pour réduire la charge parce que c'est la tranche où les enfants meurent le plus. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas trop s'il y a d'autres questions en attente auxquelles vous aimeriez répondre, mais quand même, on a pris beaucoup de votre temps. Et je sais que le paludisme suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais permettez-moi de demander au prof son mot de fin par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on puisse garder à la fin de cette communication par rapport à la prise en charge du paludisme en Afrique? Je dirais que je n'ai pas lu la conclusion parce que je m'attendais à cette question, la conclusion de ma présentation. Si vous pouvez la passer, partager l'écran, vous verrez la conclusion. Il faut que le paludisme, la prise en charge du paludisme soit une priorité dans nos pays. Merci à M. Junior de fermer son micro. Partager la conclusion. Docteur Cédric, pouvez-vous nous aider à partager la conclusion? Merci. Voilà. D'abord, le maintien des acquis. Nous avons eu des acquis par rapport à l'utilisation des moustiquaires imprégnés qui est devenue une réalité, par rapport à l'utilisation des combinaisons thérapeutiques pour le paludisme simple. C'est des acquis que nous devons pérenniser. Nous devons, avec nos gouvernants, mettre en place les ressources financières qu'il faut pour la lutte contre le paludisme. Le paludisme doit être une priorité dans l'élaboration des budgets de nos différents pays. Le paludisme tue. Nous avons vu tout ce qu'il y a eu comme mobilisation avec l'épidémie de la COVID-19. Nous avons vu tout ce qui a été dépensé comme ressources financières. Mais on n'a jamais approché ce seuil de mobilisation pour la lutte contre le paludisme. Donc, l'élimination du paludisme est possible à condition que ce soit une volonté politique forte, un engagement de tous les pays. Si le Bénin réussit la lutte contre le paludisme et que le Nigeria à côté a encore beaucoup de paludisme, vous convenez avec moi qu'on n'aura pas atteint l'élimination du paludisme. Donc, ça doit être une lutte intégrée, une lutte régionale. Et je me souviens que dans les années 2000, à Abuja, il y a eu l'initiative que l'on appelait l'initiative d'Abuja d'ailleurs, pour la lutte contre le paludisme, où tous les pays devaient mettre un budget conséquent en place pour la lutte contre le paludisme. Tous les pays devraient dégager 15% du budget national pour le ministère de la Santé. Mais de 2000 à 2023, je peux vous garantir qu'aucun pays n'a pu atteindre cette mobilisation financière. Au contraire, nous continuons de tendre la main à nos partenaires qui nous viennent en appui. Donc, la lutte contre le paludisme, pour moi, n'est pas encore une priorité sur notre continent. Ça devrait être une priorité. Et ce n'est que ce faisant, en déterminant cette priorité, en priorisant la lutte contre le paludisme, que nous allons espérer aller vers l'élimination du paludisme. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure. Et vous remercier encore une fois de l'intérêt et du fait de m'avoir demandé de vous faire cette communication. J'espère que merci à vous, professeur. Franchement, c'était un honneur pour nous de vous avoir, malgré vos nombreuses occupations. Et je tiens franchement à vous remercier pour votre disponibilité, pour votre sens de partage et surtout pour votre humilité qui est pour moi un trait de caractère très important. Merci vraiment à vous et nous n'allons pas vous
retenir plus longtemps. Nous allons vous souhaiter bonne soirée. Et franchement, merci pour tout. Nous espérons vous revoir très bientôt. Pourquoi pas sur d'autres thèmes de parasitologie. Nous allons continuer. Je vous dis aussi à mon tour merci. Et n'hésitez pas, je serai toujours disponible parce que nous devons pouvoir échanger sur le continent et mutualiser nos efforts si nous voulons lutter contre toutes ces maladies tropicales que je dirais tropicales négligées.